Voilà, donc comme promis, je vous fais un petit récap audio pour vous réexpliquer comment on forme un gouvernement et un parlement en Belgique. Donc, en résumant, le plan, il faut savoir que pour former un gouvernement, en fait, on retient 4 grandes étapes. La première étape, c'est celle des élections. Ensuite, la deuxième, il y a celle de la répartition des sièges. La troisième étape est celle des négociations, c'est celle qui prend le plus de temps. Et puis enfin, la quatrième étape, c'est ce qu'on appelle le vote de confiance. Alors d'abord, l'étape des élections. Il faut savoir que le vote en Belgique, il est obligatoire. Il se fait au suffrage universel dans la commune de l'électeur qui dispose d'une seule voix. Alors en Belgique, vous le savez, on vote pour différents niveaux de pouvoir. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a les élections fédérales, régionales, communautaires, provinciales et enfin communales. Alors on ne peut pas voter n'importe comment. Quand on se présente aux urnes, on peut en fait s'exprimer de 3 manières. La première manière, c'est ce qu'on appelle le vote en tête de liste. Ça veut dire que vous avez une certaine affinité avec un parti, par exemple le PS ou le MR ou Écolo, mais vous n'avez pas de préférence pour un candidat. Donc ça veut dire que vous allez voter pour le parti et les candidats, entre guillemets, vous vous en fichez un petit peu. Ce vote en tête de liste, attention, signifie que vous êtes d'accord avec l'ordre établi par le parti, l'ordre des candidats. Donc ça veut dire que les candidats qui sont tout en haut de la liste auront plus de chances de passer aux élections que ceux qui sont dans le bas de la liste. La deuxième manière de voter, c'est le vote de préférence. Alors là, on l'appelle aussi le vote nominatif. Ça veut dire que vous avez certaines préférences pour un ou plusieurs candidats et vous allez voter pour ce candidat ou ces candidats. Enfin, il existe le vote blanc, ça veut dire qu'en fait vous ne cochez rien, mais vous vous présentez aux urnes. Et ça c'est important parce que vous le savez, le vote est obligatoire. Attention, 2 règles très importantes pour que votre vote soit validé. La première règle, c'est qu'on ne peut voter que pour une seule liste et pas plusieurs. Sinon, votre bulletin il est jeté à la poubelle. Et ensuite, vous ne pouvez pas dessiner sur votre bulletin. Donc si vous faites autre chose sur votre bulletin que cocher les petits ronds, il sera jeté à la poubelle. Voilà pour cette première étape des élections. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la répartition des sièges. Alors, notre système électoral en Belgique, il est dit proportionnel. Qu'est-ce que ça signifie ? Simplement que le nombre de sièges à pourvoir est distribué en fonction du nombre de voix recueillies par chaque liste. Exemple simple, si le parti PS récolte 20% des voix et qu'il y a par exemple 150 sièges à pourvoir, le PS va occuper 30 sièges. Ça veut dire que 30 députés du PS vont occuper les sièges au Parlement ici pour pouvoir voter des lois et prendre des décisions. Et alors, très logiquement, ce sont les candidats qui auront récolté le plus de voix qui seront désignés pour occuper les sièges qui sont gagnés par le parti. Donc, on reprend cet exemple du PS qui décroche un certain nombre de sièges au Parlement. C'était 30 sièges dans mon exemple. Les 30 candidats du PS qui auront récolté le plus de voix aux élections vont concrètement pouvoir occuper ces sièges et prendre des décisions, voter pour pouvoir prendre des décisions. Alors, ce système de vote, il est proportionnel, mais il est aussi dit à majorité absolue. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que pour qu'une loi passe au Parlement, par exemple, on veut interdire les pesticides, pour que cette loi passe, il faut absolument qu'elle soit décidée, qu'elle soit votée par au moins une moitié de députés plus un député. C'est ce qu'on appelle une majorité absolue, 50% plus 1. À ce stade, on va dire que le Parlement est à peu près constitué, puisque, on l'a vu, le Parlement est constitué de députés. Ici, les députés sont élus et ils siègent au Parlement. Mais il va falloir à présent former ce qu'on appelle un gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'un gouvernement ? C'est un ensemble de ministres qui vont se réunir pour former un gouvernement et pouvoir faire fonctionner le pays. Alors toute la question à ce stade va être de former ce gouvernement. Grosso modo, le gouvernement, il est créé après ce qu'on appelle les négociations. C'est la 3e grande étape. Alors, les négociations, c'est quoi ? C'est tout d'abord le roi qui va désigner ce qu'on appelle un formateur. Alors, le formateur qui est désigné par le roi, c'est pas n'importe qui. Très souvent, c'est le président d'un parti très important, c'est-à-dire un parti qui a récolté beaucoup de voix. Par exemple le MR, par exemple le PS. Et donc, cet homme politique, ce président, qui est un homme politique
expérimenté va avoir un rôle très important. Celui, en fait, de rassembler tous les partis qui ont décroché des sièges, donc de les rassembler autour de la table et de faciliter les négociations, justement, pour arriver à ce qu'on appelle une coalition. C'est quoi une coalition? Eh bien, ce sont plusieurs partis qui décident de se mettre ensemble, de s'unir pour être plus forts et surtout pour pouvoir détenir plus de la moitié des sièges au Parlement. Je vous donne un exemple. L'EMR, le PS et Écolo pourraient s'unir parce qu'ensemble, ils ont, par exemple, 57% des sièges et donc des voix recueillies aux élections. Et donc, ces 57% sont légalement obligatoires, c'est ce qu'on appelle, je le répète, la majorité absolue, pour pouvoir prendre des décisions dans un pays. En l'occurrence, la Belgique. Donc, la première étape, si vous voulez, des négociations, la deuxième étape, la première c'est celle de désigner un formateur, ensuite la deuxième étape c'est ce qu'on appelle la recherche d'une coalition. C'est-à-dire, les partis vont discuter, ils sont aidés par le négociateur, et ils vont essayer ensemble de s'unir pour détenir une majorité. Alors évidemment, il y a plein de combinaisons possibles, c'est-à-dire de coalitions possibles. Et parfois, des partis qui pourtant ont récolté beaucoup de voix, beaucoup de sièges aux élections, ne font pas partie de la majorité, de l'alliance, tout simplement parce que les partis n'ont pas voulu s'entendre, se sont pas entendus avec eux et n'ont pas voulu former un gouvernement, une majorité avec le parti en question. Alors, une fois que certains partis ont trouvé un terrain d'entente, je vais prendre l'exemple du PS et du MR qui décideraient de travailler ensemble parce qu'ensemble, qui forment une majorité, ils détiennent plus de 50% des voix. Une fois cette coalition formée, l'étape suivante, c'est la troisième étape des négociations, est celle de la rédaction d'un accord de gouvernement. C'est-à-dire que ces partis vont discuter ensemble et se mettre d'accord sur un projet commun, un accord. Autrement dit, ils vont se mettre d'accord sur les grandes orientations politiques à donner au futur gouvernement. Donc l'accord de gouvernement, c'est une sorte de programme assez détaillé du futur potentiel gouvernement qui est en train de se former, avec parfois même un calendrier de réalisation. C'est-à-dire que l'EMR et le PS écrivent cet accord et indiquent, si nous, on forme le futur gouvernement pour la prochaine législature, on fera telle chose à tel moment. Alors la toute dernière étape de cette troisième partie, donc, que sont les négociations, c'est la désignation des ministres. Donc à ce stade, une coalition s'est faite, MR-PS, c'est un exemple tout à fait fictif. Ils ont décidé, ces deux partis, de certains projets qu'ils ont mis sur papier, c'est l'accord de gouvernement. Il faut encore désigner, parmi ces deux partis, l'ensemble des ministres qui vont réellement travailler dans le gouvernement. Parce qu'évidemment, tous les négociateurs ne pourront pas être ministres. Il va falloir faire une sélection. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon, la répartition des portefeuilles. Alors évidemment, vous vous en doutez, chaque parti veut un maximum de ministres. Le MR veut un maximum de ministres et le PS veut un maximum de ministres. Mais la règle veut que le nombre de ministres par parti soit calculé en fonction du nombre de sièges occupés à la Chambre des représentants par exemple. Donc en fonction du résultat des élections. Retenez surtout que la règle veut, ce n'est pas une règle légale, mais la règle veut que le parti ait un certain nombre de ministres en fonction du résultat des élections. Donc si c'est un parti qui a récolté beaucoup de voix, il a droit, entre guillemets, à beaucoup de ministres. Mais donc, comme je le disais, ce n'est pas une règle légale, et il y a souvent disproportionnalité entre le résultat des élections et la couleur politique des ministres. Notez aussi qu'il n'est pas rare que les négociateurs eux-mêmes, qui sont donc souvent, je l'ai dit, des présidents de partis, il n'est pas rare que ces négociateurs deviennent eux-mêmes ministres. Enfin, dernier point, les ministres ils proviennent souvent du monde politique. Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont connues dans le monde politique et qui ont déjà un mandat politique ou une expérience en politique. Mais ces ministres ne sont pas toujours recrutés parmi le monde politique, mais parfois aussi recrutés dans la société civile. Ça veut dire, en gros, les gens comme nous, qui n'ont pas nécessairement une expérience politique. Et enfin, en fonction de l'attribution, par exemple, ministre de la Santé,
les négociateurs, très souvent, essayent de trouver un ministre qui connaît son sujet. Par exemple, un ancien médecin pour devenir ministre de la Santé. Et vous le savez, les ministres ne sont pas directement élus par le peuple, mais par les négociateurs, tout simplement, par les présidents de parti. Une fois que les ministres sont désignés, tout n'est pas fini. Effectivement, pour pouvoir exister et être reconnu comme légitime, le gouvernement doit toujours avoir la confiance du Parlement, c'est-à-dire des députés qui, eux, ont été élus par le peuple. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, l'ensemble des ministres candidats, puisqu'ils sont encore candidats, et le Premier ministre, parce que lors des négociations, on a aussi prédésigné un Premier ministre, à nouveau, c'est souvent un président de parti, un parti qui a récolté beaucoup de voix. Ces ministres et leur Premier ministre vont se présenter physiquement devant les députés élus du Parlement. Et le Premier ministre va lire devant ses députés le fameux accord de gouvernement, c'est-à-dire l'ensemble des projets qu'ils ont pour le prochain mandat. C'est ce qu'on appelle la déclaration gouvernementale. Les députés vont l'écouter, ce Premier ministre, et dire s'ils sont d'accord ou pas. En fait, ils vont voter. Si une majorité, 50% plus 1 des députés, sont d'accord, le gouvernement a une légitimité démocratique et peut commencer à travailler. Officiellement, un nouveau gouvernement est créé. Si par contre, il n'a pas la confiance, c'est-à-dire que les députés votent contre la proposition de gouvernement, dans ce cas, on recommence les négociations. Parfois, on recommence même avec la désignation d'un nouveau formateur, de nouvelles coalitions qui vont se former, un nouvel accord de gouvernement, etc., etc. Donc on peut redémarrer à zéro. Voilà, donc j'ai essayé d'être le plus bref possible. Alors si je récapitule, pour former un parlement et un gouvernement, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des élections, les gens votent. Une fois que les élections ont eu lieu, la deuxième étape, c'est cette répartition proportionnelle des sièges. Chaque parti obtient un certain nombre de sièges en fonction des voix recueillies. Et là, les députés sont déjà désignés. Donc quelque part, le Parlement est formé. Le problème reste qu'il n'y a pas encore de majorité qui est créée dans ce Parlement. Les négociateurs vont se réunir avec le formateur et discuter. Et puis, une alliance doit se créer, c'est-à-dire plusieurs partis vont se mettre ensemble pour former cette majorité de plus de 50%. Une fois que cette coalition est créée, les différents négociateurs écrivent ensemble ce qu'on appelle un accord de gouvernement. Ils doivent désigner parmi eux ou dans la société civile des ministres. Et puis donc, une fois que ces ministres sont désignés, l'ensemble des ministres et le Premier ministre se présentent face au Parlement, en fait, c'est-à-dire face aux députés. Le Premier ministre lit l'accord de gouvernement, c'est ce qu'on appelle la déclaration gouvernementale, et si cette déclaration est acceptée par plus de la moitié des députés, dans ce cas, le gouvernement a la confiance du Parlement, donc il a une légitimité démocratique, et il peut officiellement prendre fonction et devenir un gouvernement tout à fait légal, légitime, qui peut faire tourner le pays.